L'ombre est dense au pied du vieux noyer à l'orée du bois. Quelques rayons de soleil traversent le feuillage touffu et reflètent sur le sol de rares taches claires. Sur une des branches basses du noyer, un raton laveur, assoupi devant l'entrée de sa tanière, rêve paresseusement. Un profond silence règne dans la forêt. Soudain, dans les hautes branches éclate le tac-tac bruyant du pivert qui pique de son bec pointu une branche sèche. Il cherche impatiemment des larves de coléoptères pour nourrir ses trois oisillons affamés. À travers les feuilles volette un petit rouge-queue aux ailes étincelantes. Il essaye de capturer au vol des petits insectes. Dans leur nid, sa compagne couve 4 œufs mouchetés. Nombreux sont les animaux qui ont élu domicile sur le grand et vieux noyer de l'orée du bois. L'écureuil gris quitte son nid de feuilles construit sur la cime de l'arbre et dégringole rapidement le long du tronc. Il agite nerveusement sa queue et fouille les feuilles mortes qui jonchent le sol à la recherche d'un tas de noix. Il les avait enterrées là l'automne dernier, mais n'en trouve plus trace aujourd'hui. Fort en colère, l'écureuil escalade le tronc d'un érable voisin dans l'espoir d'y trouver une autre nourriture. Non loin de là, quelque chose bouge lentement sur le sol, provoquant un léger bruissement. C'est une coquille qui a l'aspect et les dimensions d'une noix. Ce n'est pas une noix, mais l'écureuil lui-même s'y serait trompé. À l'intérieur de cet étrange objet se trouve un être vivant. Il lutte de toutes ses forces pour sortir de cette coquille sous le regard ahuri d'un crapaud qui se trouve tout près. Enfin, la coquille cède. Une tête velue et humide aux grands yeux noirs surgit. 6 pattes et un long corps blanc se dégagent ensuite. Sur le dos de l'insecte, 2 petits coussinets humides semblent être faits de tissu froissé. Cet étrange insecte est un papillon de nuit qui vient de sortir de son cocon. Son nom est papillon lune. Le papillon roule sur une feuille et culbute sur le dos. Ses pattes s'agitent frénétiquement. Au prix d'un gros effort, il réussit à se redresser. Il se traîne sur une branche morte et se met à grimper. Il arrive à un nœud de la branche et s'immobilise. Petit à petit, les coussinets froissés sur son dos se détendent. Une demi-heure plus tard, ils sont secs et sont devenus 4 grandes ailes d'un vert très pâle bordées de pourpre. Les ailes antérieures déployées mesurent 12 centimètres. Les ailes postérieures se terminent par une queue semblable à une traîne. Comme il est beau le papillon lune! Son corps est recouvert de duvet blanc plus doux que la soie. Ses pattes sont gainées d'un fourreau de velours pourpre. Au-dessus de ses yeux ronds, 2 épaisses antennes s'élancent en panache, semblables à 2 plumes d'or. Les ailes antérieures déployées, le papillon lune attend l'obscurité. Car, comme son nom l'indique, c'est une créature de la nuit. Un magnifique papillon multicolore volette et se pose à côté de papillon lune. C'est un papillon de jour, il s'appelle Petit Sylvain. Contrairement à Lune qui vole seulement pendant la nuit, Petit Sylvain vole pendant le jour. Quand Petit Sylvain se pose sur un rameau ou sur la corolle d'une fleur, ses ailes sont repliées derrière son dos. Son corps est plus mince que celui de Lune, ses antennes ne sont pas épaisses en forme de plume, mais filiformes. Ce sont ces différences entre Lune et Petit Sylvain qui permettent de distinguer généralement un papillon de nuit d'un papillon de jour. Le soleil se couche lentement derrière les arbres.
D'une colline lointaine, on entend un hibou. Dans la nuit, les lucioles scintillent. Un gros papillon brun se dirige vers le noyer. Son vol irrégulier et lourd ressemble à celui d'une chauve-souris. Ses ailes postérieures sont décorées de 2 taches rondes multicolores. Ce papillon se nomme le polyphène. Il se pose sur le tronc du noyer. Le raton laveur se précipite sur lui et le dévore. Bientôt apparaît un autre papillon de nuit géant. Ses ailes sombres sont bordées de blanc. Une demi-lune rouge orne chacune d'elles. Il se nomme Cécropia. Semblant indécis, il voltige quelques moments autour du noyer, puis s'en éloigne. Un écureuil volant sort de son nid perché au faîte de l'érable. Dans l'ombre, une chouette vole, ses ailes battent silencieusement. Tous deux auraient dévoré Papillon Lune s'ils se doutaient de sa présence. Enfin, la lune apparaît dans le ciel au-dessus de la cime des arbres. Les yeux du petit papillon brillent. Ses ailes battent lentement comme s'il voulait prendre son envol. Mais il semble attendre quelque chose. Il ne bouge pas encore. Soudain, une forme diaphane surgit. Elle s'accroche à une branche voisine et s'agite avec frénésie. C'est un papillon lune mâle. Ses antennes, plus grandes que celles de la femelle, sont très sensibles. Elles l'ont averti de la présence de sa future compagne et l'ont conduit jusqu'à elle. Bientôt arrive un deuxième, puis un troisième mâle. En un moment, mademoiselle Papillon Lune est entourée d'une farandole de messieurs Papillon Lune. Ce n'est qu'au moment où mademoiselle Papillon Lune fixe son choix sur son futur mari que tous les autres s'éloignent. La nuit suivante, madame Papillon Lune parcourt le bois à la recherche d'un arbre à son goût pour déposer ses œufs sur les feuilles vertes. Son ventre contient près de 200 œufs. Il faut à madame Papillon Lune la nuit entière pour pondre tous ces œufs. Elle dépose 6 d'entre eux sur le grand noyer de l'orée du bois. Les œufs sont petits, ovales et blancs tachetés de noir. Elle les fixe solidement aux feuilles avec une matière gluante. Après sa ponte, madame Papillon Lune se repose sur le tronc d'un arbre. Ses ailes ont été déchiquetées en plusieurs endroits par les branches et les feuillages. Les papillons lune ne se nourrissent pas du tout durant leur existence d'insectes complets. Ils ne vivent que peu de jours. La vie de madame Papillon Lune approche de sa fin, mais elle a déjà accompli sa mission en pondant tous ses œufs. Dix jours sont passés. Les 6 œufs déposés par madame Papillon Lune sur une feuille de vieux noyer éclosent. Une petite chenille verte d'un demi-centimètre sort de chacun d'eux. Elles se mettent tout aussitôt à ronger les feuilles le long des nervures. Elles rencontrent des pucerons des bois aux couleurs vives, des coccinelles rouges à taches noires et de nombreuses colonies d'aphidées vertes. L'une d'elles succombe entre les griffes d'une menthe religieuse. Il n'en reste plus que 5. Les 5 petites chenilles continuent l'exploration du vieux noyer en mangeant voracement ses feuilles. Elles grossissent à vue d'œil. Au bout de 5 jours, chacune d'elles mesure plus d'1 centimètre de long. Leur peau devient bientôt trop étroite pour elles. On dirait qu'elles portent un vêtement trop petit. Alors, chaque chenille se met à fabriquer un fil de soie qu'elle sort de sa bouche et dépose sur une feuille. Bientôt, un petit carré de soie recouvre la feuille. La chenille s'installe dessus et reste immobile quelques heures. À la fin, sa peau trop étroite se fendille sur son dos et derrière sa tête. La chenille apparaît avec une nouvelle peau plus grande.
Un pinson affamé qui vole de branche en branche pour chercher sa nourriture avale une des petites chenilles d'un coup de bec. Un rouge-gorge en dévore une autre. Un jeune raton laveur se précipite sur une troisième et la croque d'une seule bouchée. Sur 5 chenilles, il en reste seulement 2. Beaucoup d'animaux se nourrissent de chenilles, heureusement, car s'ils ne le faisaient pas, des milliers de chenilles dévoreraient nos arbres. Les 2 chenilles survivantes continuent à manger et à grossir. Pendant les 3 semaines suivantes, elles muent 3 fois. Elles passent la plus grande partie de leur temps à manger, mordant les feuilles de leurs mandibules infatigables, cornues et tranchantes comme une paire de ciseaux. 6 pattes articulées leur permettent de se cramponner solidement à la feuille qu'elles mangent. Sous l'abdomen, 5 paires de petites pattes charnues les aident à se déplacer. Une petite mouche s'approche et pond ses œufs sur l'une des 2 chenilles. Quelques jours plus tard, de minuscules larves sortent de ses œufs. Aussitôt, ces larves pénètrent sous la peau de la pauvre chenille. Petit à petit, elle dévore son corps tendre. Dès ce moment, il ne reste plus qu'une des chenilles de papillon-lune sur le vieux noyer. Quand celle-ci atteint l'âge de 5 semaines, elle mesure 6 centimètres. Elle est devenue une grosse et belle chenille, sa peau de couleur vert tendre est recouverte de nombreux points rouges. Un jour, sa couleur se transforme en rose-brun. Elle devient inquiète et se déplace nerveusement dans tous les sens. Elle abandonne enfin la branche de noyer qui lui servait de demeure et glisse lentement le long du tronc du vieil arbre jusqu'au sol recouvert de feuilles mortes. La chenille a terminé son voyage. Elle commence alors à remuer la tête dans un sens puis dans l'autre. Pendant ce temps, un fil de soie très fin et très brillant semble se dévider d'un canal placé sous sa lèvre inférieure. Ce petit canal est très important dans la vie de la chenille. C'est par ce canal que s'évacue la soie produite par une glande qui se trouve à l'intérieur de son corps. La chenille fixe le début du fil de soie à une première feuille, puis à une seconde, et rapproche les 2 feuilles entre elles. Ce travail accompli, la chenille commence à filer son cocon. Pendant toute la journée, la chenille continue à envelopper son corps de fil de soie. À la fin de cette journée, son corps est entièrement recouvert d'une enveloppe de soie. Son cocon terminé, la chenille se repose. 3 jours plus tard, à l'intérieur du cocon, le corps de la chenille se ratatine. Sa peau se fend sur son dos une nouvelle fois. Ce n'est plus une chenille qui se trouve sous cette peau. La larve a mué en une chrysalide lisse et luisante de couleur pâle qui en quelques heures devient brune. Voilà l'automne. Les feuilles mortes recouvrent complètement le cocon du nouveau papillon-lune. Sur la branche d'un arbre voisin, un gros cocon en forme de sac contient une chrysalide d'un papillon cécropia. Un rat des champs de couleur blanche le mord de ses dents pointues. Il déchire l'enveloppe de soie et dévore la chrysalide. Mais le rat ne découvrira pas le cocon de papillon-lune recouvert d'un tapis de feuilles mortes. Le sol est recouvert de neige. L'hiver est rigoureux. Mais à l'intérieur de son cocon, la chrysalide de papillon-lune est à l'abri du froid. D'ailleurs, la chrysalide n'est pas immobile. Elle s'agite sans cesse et dans tous les sens, et arrive même à faire remuer le cocon dans lequel elle est enfermée. Quelque chose de merveilleux se passe au sein de la chrysalide. Dans un liquide épais se développe le corps poilu
les ailes soyeuses, les pattes veloutées, les grands yeux et les antennes en forme de plume du papillon de nuit. Enfin vient le printemps. Sur les arbres gonflés de sève, les bourgeons éclatent. Le vieux noyer et son voisin, l'érable, se couvrent de feuilles. Les corolles des fleurs des bois se forment. Sur le tapis de feuilles sèches apparaissent les premières touffes de fougères. Un matin, l'enveloppe de la chrysalide se déchire, et un papillon lune mâle en sort avec de grands efforts. Pour cela, il ramollit l'extrémité de la déchirure avec un liquide qu'il sécrète par sa bouche. Maintenant, le jeune papillon lune se traîne lentement sur le sol. Il essaie de grimper le long du tronc de noyer. Il remue légèrement ses ailes qui s'étendent petit à petit. Ce soir, Monsieur Papillon Lune volera dans les bois à la recherche d'une compagne sous les clairs rayons de lune.